Bienvenue à l'émission numérique Le Bel Âge en ligne, une émission consacrée aux aînés francophones d'un peu partout au pays qui va parler de santé, de mieux-être, tout ce qui améliore finalement la qualité de vie pour jeunes retraités et des retraités plus âgés. Et on espère vous livrer également de l'information pertinente et également peut-être qu'on pourra tisser des liens, s'apprivoiser entre différentes communautés francophones et canadiennes d'un bout à l'autre du pays. Tout de suite, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube Bel Âge en ligne, vous abonner qui vous permettra de recevoir ponctuellement nos émissions, nos capsules balles qui sont une version plus condensée, plus raccourcie de certaines réalités liées aux francophones du Canada. C'est bien simple. Pour vous abonner, vous cliquez sur le rectangle rouge en bas de l'écran sur « Abonnez-vous ». Si vous avez quelques difficultés, quelques problèmes, vous demandez de l'aide à votre entourage et ça vous permettra d'avoir nos envois réguliers du magazine Bel Âge en ligne. Dans quelques instants, tout de suite après l'identification, notre premier sujet. Premier sujet, la situation tendue dans 46 foyers de soins de longue durée pour les personnes âgées au Nouveau-Brunswick. Tendue puisque les employés syndiqués, 4000 environ de ces foyers de soins, ont voté massivement en faveur de la grève. Ils sont sans contrat de travail depuis déjà 2 ans et demi. Au chapitre des revendications de meilleurs salaires, des conditions de travail améliorées. Et on rappelle que du côté du gouvernement du Nouveau-Brunswick, pas question de majorer les salaires de façon substantielle. On offre en tout et partout 1 % d'augmentation pour chaque année pour les 4 prochaines années. La situation est d'autant plus critique qu'il y a plusieurs postes vacants dans tout le système de soins de santé de longue durée au Nouveau-Brunswick. 350 postes qui sont toujours vacants. Et du côté du syndicat, j'ai rencontré M. Roland Cormier, qui est vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Est-ce que les citoyens des foyers de soins qu'on a en arrière ici, est-ce qu'ils méritent un service de qualité? On a un problème de recrutement et rétention. Le gouvernement n'a même pas adressé ça. Le ministre Dorothy Shepherd, quelques mois passés, a dit que les qualités de soins dans les foyers de soins étaient exceptionnelles. Elle n'est pas, depuis ministre, elle n'a pas visité un foyer de soins encore, puis elle ose à dire ça aux employés. Et ici, il y a des lits de disponibles, mais il manque d'employés, c'est ça le problème? Exactement, il y a des lits disponibles. Une vingtaine de lits, c'est Une vingtaine de lits, il manque d'employés, c'est une question de recrutement. Puis les professionnels qui sortent du système d'éducation viennent dans des foyers de soins, restent quelques jours, puis s'en vont des hôpitaux parce qu'ils disent la surcharge de travail, on ne peut pas travailler 35 ans tout de suite. 35 ans, les prochains 35 ans, faire une carrière dans les foyers de soins, parce que le travail est exorbitant. Mais pourquoi vous demandez plus que les autres syndicats de la fonction publique, là, 23 sur 25, qui ont accepté ce que vous refusez? Bien, c'est exactement, c'est la surcharge de travail. C'est réellement ça le problème. On n'a pas assez de personnel à l'intérieur du système. On a besoin des bodies. Ce que veulent finalement les employés syndiqués de ces centres d'hébergement de longue durée, c'est qu'on ait recours à l'arbitrage obligatoire pour régler le conflit. Du côté du gouvernement conservateur, il n'est pas question qu'on fasse ça. On est d'accord pour l'arbitrage obligatoire, mais à certaines conditions, ce qui dénature en fait le processus d'arbitrage obligatoire. À nouveau, M. Roland Cormier. On pense que le gouvernement veut qu'on aille en grève illégale. On pense sérieusement qu'avec toutes les choses que le gouvernement fait, ils veulent qu'on aille en grève illégale pour dire ces syndicats-là sont pas catholiques, sont pas corrects. Mais on a encore quelque chose dans notre coffre à outils. On va certainement utiliser ça avant qu'on aille loin de même. On a la santé, les sécurités des résidents. Il doit y avoir beaucoup de tension dans les foyers de soins présentement. Si les employés sont frustrés, je pense, et de la tension, ça doit se refléter chez les gens qui sont là. Il y a de la frustration dans les foyers, absolument. Puis tout de suite, il y a un autre problème. Parce que la tension est si haute, ils ne peuvent pas recruter.
C'est une question de recrutement. Comme il n'y a personne, comme les employeurs ont tous arrêté, diront on peut pas embaucher une situation d'employés, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça veut dire le plan de relève, c'est dur à le mettre en place parce qu'il y a la tension. Puis c'est pas les foyers de soins. C'est le gouvernement provincial qui a juste décidé que c'est moi le patron, c'est moi le boss, c'est moi qui décide. C'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Mais on est rendu qu'on a questionné, c'est qu'on reste dans une démocratie au Nouveau-Brunswick. On aperçoit le centre hospitalier universitaire Georges L. Dumont. C'est le centre hospitalier le plus important pour les francophones ici au Nouveau-Brunswick. Et ça m'amène à vous parler de la Société Santé en français. C'est un organisme que j'ai découvert récemment et c'est vraiment impressionnant l'étendue et les programmes et les services qui sont offerts par cet organisme national qui sont là avant tout pour les communautés acadiennes et francophones en situation minoritaire au pays. Ils fournissent un paquet de renseignements, d'informations et l'un des fondateurs, c'est le Dr Aurel Schofield qu'on a rencontré ici à Dieppe à son domicile. Il nous parle un peu du mandat de l'organisme et c'est un organisme qui agit en partenariat avec le système de santé actuel. On s'est placé comme partenaire du système et pas revendicateur. On laisse les groupes de revendication faire la revendication. Nous, on s'est placé comme partenaire du système. Vous appuyez ces groupes-là? C'est ça, pour aider le gouvernement à prendre les bonnes décisions pour répondre aux besoins des communautés. En fait, dans beaucoup des endroits, c'était vraiment de mettre les francophones sur le radar des gouvernements parce que dans beaucoup de provinces et territoires, ils n'étaient même pas sur le radar. Surtout dans des situations fortement minoritaires, j'ai l'impression. Donc, la démarche, cette démarche-là, on l'a vendue au niveau provincial, on l'a vendue au niveau fédéral. Puis, une fois qu'on a été assez sécure que les gens aimaient ce genre d'approche-là, là, on a fait une demande de financement. Puis, en 2003, je crois, on a eu un premier financement de 119 millions à travers de la feuille des routes des langues officielles, volet santé, qui jusqu'à date n'existait pas. On a créé cette nouvelle enveloppe-là dans le programme des langues officielles. Puis la Société Santé en français est partie et ses réseaux dans les provinces et territoires. D'après votre analyse, et vous avez navigué là-dedans depuis quand même plusieurs années, c'est quoi le besoin le plus criant? On parle beaucoup de soins à domicile. Est-ce que c'est ça le dossier prioritaire? C'est un des dossiers prioritaires de la société parce que c'est près des gens. C'est près des gens. Puis souvent, la population francophone minoritaire est vieillissante. C'est souvent les gens qui sont pas nécessairement dans les grandes villes, qui sont plus dans les petits villages ou les régions éloignées. Fait que oui, le soin à domicile est un de nos champs d'action. Mais on a développé un parcours santé, là, comme actuellement, on commence un nouvel, parce que là, on vient de renouveler notre feuille de route. Et on a eu 130 millions plus cette fois-ci, donc on est comme content. Une légère majoration par rapport aux autres années. Mais on a développé un parcours santé. Et la Société Santé en français offre une multitude de services. Et un aspect important, c'est qu'on identifie de façon claire et méthodique les besoins de santé en français des différentes communautés. À nouveau, le Dr Schofield. On travaille beaucoup sur le développement des ressources humaines en santé. Donc, on a à la fois un lien avec le Consortium national de formation en santé, que vous avez peut-être entendu parler. Là, ça regroupe les universités et les collèges francophones en situation minoritaire qui ont des programmes dans le domaine de la santé. On a développé beaucoup de stratégies aussi de ressources humaines au niveau provincial pour tenter d'augmenter le personnel bilingue sur le terrain. Alors ça, c'est un axe ressources humaines. Un autre axe qu'on poursuit, c'est la captation des variables linguistiques parce que dans les collectes de données pan-canadiennes, les francophones ne sont pas identifiés comme francophones, ils sont identifiés comme une autre personne. Alors, il n'y a pas de variables linguistiques attitrées à leur dossier dans les données statistiques. Donc, comme s'il n'existe pas, finalement.
c'est comme qui n'existe pas. Donc, c'est très difficile à ce moment-là, si tu n'as pas de données statistiques fortes, de déterminer c'est quoi les besoins prioritaires, puis où sont les besoins, puis comment tu... Alors, c'est vraiment un outil absolument nécessaire qu'il faut développer. En terminant ce segment, je souligne l'immense contribution du Dr Schofield de tout ce qui touche les services de santé en français ici, en Acadie et ailleurs au pays. Et comme preuve, le centre de formation médicale qui est derrière moi, centre de formation médicale pour les futurs médecins francophones du Nouveau-Brunswick, c'est le Dr Schofield qui en a été le fondateur. Il a également enseigné pendant une trentaine d'années dans cette discipline. Bon, on est sur le campus de l'Université de Moncton et derrière moi, le stade de l'Université de Moncton associé au Centre d'éducation physique et des sports, le CEPS. Et c'est là que se trouve le programme Cœur en santé, un programme qui existe maintenant en Acadie depuis plus de 40 ans. Il y a une composante ici à Moncton, mais également à Bouctouche, à une trentaine de kilomètres d'ici. On a rencontré dans ce programme de réadaptation cardiaque et de prévention Mme Chantal King. Mme King qui est kinésiologue et qui nous parle d'abord de la clientèle qu'on reçoit ici. On a des personnes qui sont ici qui ont subi un événement cardiaque. Il y en a aussi qui viennent ici pour prévenir la maladie cardiovasculaire. Toutes les deux viennent ici pour améliorer leur condition physique, leur force, leur endurance. C'est un programme de 12 semaines. Puis les patients ont aussi de l'éducation, pas juste l'exercice, mais ils voient plusieurs professionnels de la santé tout au long du programme, puis sont suivis par l'équipe multidisciplinaire. Est-ce qu'il y a pas mal d'aînés qui viennent ici? Oui, la majorité de nos patients, ça varie l'âge, mais beaucoup des aînés qui sont ici au programme pour s'exercer, puis améliorer leur santé et leur qualité de vie. On parlait de votre traitement comme kinésiologue un peu plus tard. Juste au niveau de quelqu'un qui a subi, comme vous dites, un événement cardiaque, une défaillance cardiaque, on dit « Oh, mon cœur est fragile », tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent et il faut les convaincre, on va dire, un petit peu d'exercice, c'est pas mauvais pour vous? Exactement. Souvent, après d'avoir eu un événement cardiaque, c'est tout nouveau. Donc, pour eux, c'est important d'augmenter leur confiance en eux, surtout gagner leur autonomie, qu'ils sont capables de faire de l'exercice à la maison. Nous autres, notre but ici, là, c'est vraiment de les rendre autonomes, confiants, puis continuer ces bons exercices-là une fois à la maison, puis une fois qu'ils ont fini notre programme. J'imagine que c'est très progressif, par exemple. On y va bien, on étudie le cas d'abord, puis après ça, on y va progressivement. Quand il commence, il va voir l'infirmière, le médecin. Ensuite, les kinésiologues, nous, on prescrit selon les recommandations la capacité de l'individu, puis aussi faire sûr que la santé est stable avant de commencer. Puis là, on progresse de façon qui est sécuritaire pour que nos patients aient la chance de gagner la confiance, puis vraiment améliorer pendant le programme. 12 semaines, le programme dure, mais après, est-ce qu'il y a un suivi? Exactement. Oui, il y a un suivi. Après 12 semaines, ensuite, on va faire un appel téléphonique à la maison un mois après, voir comment ça va, voir si les habitudes ont continué. Alors, l'exercice est très important. Ça m'a permis d'acquérir un sentiment de bien-être et aussi une qualité de vie, autant sur le plan physique que le plan moral. C'est certain, quand on commence un programme d'exercice comme ça, il faut le faire de façon graduelle. Au début, il ne faut pas y aller trop rapidement. En somme, on doit suivre le programme qui nous est proposé. Et il n'y a pas de doute aussi qu'une chose qui est importante, c'est de bien équilibrer pas seulement les périodes d'activité physique, mais aussi les périodes de repos. C'est très important. Bon, il faut dire que des programmes de réadaptation cardiaque comme Cœur en santé, il y en a un peu partout au pays. Et la recette est un peu toujours la même. La formule, c'est que c'est une équipe multidisciplinaire qui s'occupe de justement des programmes de réadaptation et de prévention. C'est ce dont nous parle encore une fois Chantal King. Dans l'équipe, on a l'infirmière, le médecin, 3 kinésiologues, on a le diététicien puis le psychologue qui travaillent tous ensemble pour rencontrer pas juste les besoins physiques, mais aussi psychologiques de l'individu. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme travail? Nous, notre rôle, c'est de faire une prescription qui est individualisée. Donc, tout le monde qui vient au programme vient pour différentes raisons, comme on l'avait mentionné. Donc, nous autres, on va choisir les exercices qui s'appliquent pour le patient, s'assurer que ces faits sont sécuritaires.
On va faire des augmentations tout le long du programme pour s'assurer qu'il y a une progression dans leurs conditions physiques. On fait des ajustements aux besoins. Puis notre but, c'est ça, de rendre le patient le plus autonome possible pour continuer ces bonnes habitudes-là après le programme. Et tout se fait ici. Vous avez votre salle, c'est ça, on a le tapis roulant, tout ça. Oui, on a plusieurs machines. Donc ça donne la chance aux patients d'avoir l'accès à différentes machines puis savoir comment ils marchent. Qu'est-ce que vous aimez dans ce travail-là? Tout. Non, c'est vrai. C'est toute l'atmosphère de notre salle, comment les patients apprécient les services qui sont offerts. Ils viennent ici pour se sentir mieux. Puis c'est vraiment le fun d'avoir cette ambiance-là, de travailler en équipe pour se rendre à leur objectif. Et de sentir qu'on fait une différence. C'est ça, oui, exactement. Merci Chantal. Oui, bienvenue. Caroline, elle a un cancer inflammatoire du sein. C'est le cancer le plus rare qu'il y a dans les cancers du sein. Et vous avez 34% des chances de vous en sortir d'ici 5 ans. On ne peut pas laisser une mère monoparentale, célibataire, comme on va dire, avec 2 petits-enfants, un qui a déjà, excusez, des troubles comme de l'autisme. C'est pas toujours évident à être avec un petit bonhomme de même, là, parce que des fois, il vit dans son monde. Et puis, je me suis dit, hey, ça n'a pas de sens. Toutes les dépenses que ça augmente, les traitements, les médicaments, les déplacements, j'ai dit non, moi, je vais essayer de l'aider le plus que je peux. J'en ai eu plusieurs qui ont envoyé des beaux messages que j'ai transmis à Caroline. De courage, etc. Parce que c'est pas tout l'argent. Il reste que, tu sais, quand tu es seul, et puis... Le support émotionnel est important aussi. Oui, c'est ça ce que je me dis. Là, il ne faut pas qu'elle se sente là, délaissée parce qu'elle ne travaille plus, puis etc., puis elle est seule, puis à surmonter tous ces effets-là, parce que c'est pas tout. Caroline va subir... après les traitements de chimio, on va avoir des mastectomies, on va avoir après ça des radiothérapies, puis plus 1 an de chimio pour stabiliser. Fait que c'est sûr que c'est pas la fin de ses soucis n'est pas pour demain. Petite incursion maintenant dans l'Est du Québec pour parler de l'organisation Carrefour 50+. L'organisation compte 25 000 membres. Ça représente les aînés francophones du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. J'en parle puisqu'il y a des affinités avec l'Acadie. D'ailleurs, les Jeux des aînés de Carrefour 50+ vont se dérouler dans la région de Matapédia, tout près de la frontière du nord du Nouveau-Brunswick, des Jeux qui se déroulent à la mi-juin. Et j'ai rejoint la présidente de l'organisme, Madame Imbeau, Madame Constance Imbeau, qui vit à Carleton, un très beau village pittoresque le long des berges de la baie des Chaleurs. Et Madame Imbeau nous parle d'un projet unique, original et surtout rassembleur, un berceton qui a démarré l'an passé et elle nous en parle en long et en large. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Et nous, au Carrefour, on a créé une activité à travers tout notre territoire qui s'appelle le Grand Berceton. Alors, le Grand Berceton, on installe, puis c'est tout à fait libre à nos clubs, on installe des fauteuils, des chaises berçantes, un peu partout, où on veut, même sur les perrons, et les gens viennent se bercer. Il y a un chapeau pour, c'est gratuit, mais les gens qui veulent participer financièrement, il y a un chapeau dans lequel on dépose des sous et c'est redistribué dans les localités pour des activités dans les paroisses.
Alors, c'est une grande, grande activité. C'est notre deuxième année et on espère en faire un succès encore cette année. L'année passée, il y avait 37 clubs, je pense, qui ont participé à cette activité-là et on espère encore le double parce que, bon, ça commence, donc plus ça va, plus ça augmente. Et étant donné le succès qu'on a eu l'année dernière, je pense que nos clubs vont participer davantage. Et c'est vraiment intergénérationnel. Hein? Le papa qui vient se bercer avec son bébé, c'est de tous côtés. Avant de conclure, ça me fait plaisir de parler de nos cousins franco-manitobains par le biais de l'organisme de la Fédération des aînés franco-manitobains 50 ans et plus, pour parler d'un tout nouveau projet qu'on lance, il faut le dire, qui s'appelle Projet Cœur d'artiste. Et pour lancer le projet, on a bonifié ça avec une vidéo où on sent le dynamisme et l'effervescence. Voici ce que ça donne. Cœur d'artiste est une célébration du talent artistique amateur des 50 ans et plus de chez nous, soit en solo, duo ou groupe. Que vous soyez accompagné par vos petits-enfants ou par un artiste professionnel, la vedette, ça sera vous. Il s'agit d'un concours avec 3 catégories. Premièrement, les mots, ou l'art du récit, pour les poètes, conteurs, narrateurs, comédiens, acteurs. Voici un extrait de ma pièce « Le jeu sacré ». Oh! Il y a juste le vieux pâteux d'arriver, puis lui, il passe son temps à regarder les femmes. J'ai tellement hâte. Si moi je suis capable, vous aussi vous êtes capable. 15 artistes seront choisis et recevront du coaching. Il y aura ensuite la demi-finale pour choisir 5 finalistes, suivis par d'autres coachings. Ensuite, le gala Cœur d'artiste pourra déterminer qui seront les 3 récipiendaires des grands prix. La prochaine catégorie, le rire ou l'humour, pour les humoristes stand-up, monologuistes, comédiens de scène et même les clowns. Puis, paraît que t'as une farce. Une petite farce. Comment est-ce qu'on appelle une chauve-souris avec une perruque? Je sais pas comment est-ce qu'on appelle une chauve-souris avec une perruque. Une souris? Coudonc, maman, c'est pas drôle, ça. Ben, je trouve ça drôle. Si moi je suis capable, vous aussi vous êtes capable. Inquiète-toi pas, maman. Tu vas gagner. Oh! Et la troisième catégorie, la musique, pour les chanteurs, musiciens, chorales et même des petites fanfares. Vous êtes capable! Inscrivez-vous! Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, appelez la FAFM ou visitez notre site web. On souhaite longue vie et bon succès à ce projet Cœur d'artiste vidéo au Manitoba. Maintenant, je veux parler du Vivre Plus qui est le journal numérique des Franco-Ontariens, des aînés Franco-Ontariens. Le dernier numéro, celui de juin, vient de sortir et je rappelle que l'éditrice, Mme Suzanne Bélanger-Fontaine, ils sont déjà rendus à 11 000 lecteurs. Il faut le faire. Félicitations à Mme Suzanne Bélanger-Fontaine et toute son équipe. C'est déjà tout pour ce numéro de l'émission Bel Âge en ligne. On vous remercie de votre écoute et je vous encourage encore une fois à vous abonner. C'est facile, vous cliquez sur le rectangle rouge au bas de l'écran. Abonnez-vous si vous avez des problèmes, vous demandez à votre entourage, des gens qui s'y connaissent un peu et vous pourrez de cette façon recevoir nos magazines et également nos capsules BAL qui sont des versions condensées en raccourci sur certaines réalités pour l'amélioration de la qualité de vie des aînés francophones d'un peu partout au pays. À très bientôt.